Comme vous avez pu le voir dans Anyone Can Scale, j'essaie de vous encourager et j'essaie de vous motiver à bâtir votre entreprise avec le moins d'argent possible et en ne levant pas forcément des fonds. Mais des fois, on n'a pas le choix, on a besoin de capital pour grandir. Des fois, on est contraint par le capital pour deux raisons. La raison numéro 1, c'est qu'on a besoin d'acheter du stock ou du matériel. Si vous avez besoin d'acheter des machines pour produire des choses, si par exemple vous êtes chantier biscuit, vous avez besoin à un moment de construire des usines parce que vous ne pouvez pas servir les clients juste en construisant les biscuits dans votre propre cuisine. Et pour ça, il faut lever des fonds. La deuxième raison de lever des fonds, c'est pour accélérer. Vous êtes en croissance, vous avez des clients, vous pourriez en avoir plus si seulement vous aviez la main-d'œuvre en interne. Dans ce cas-là, la levée de fonds sert surtout à acheter des salaires. Ces deux grands cas théoriques, le besoin en actifs et le besoin en personnel, représentent 90% des besoins de levée de fonds. Il y a 10% un peu compliqués qui ne nous intéressent pas vraiment aujourd'hui dans Anyone Can Scale. Alors, la levée de fonds, c'est l'instrument du scale. Le capital bien déployé, c'est ce qui permet d'accélérer et accélérer, c'est ce qui permet de scaler. Évidemment, se pose la question de quel type de capital vous avez le droit et quel type de capital vous pouvez aller chercher. On va essayer de faire ça en 5 grandes catégories. À The Family, on parle beaucoup de la catégorie de la levée de fonds investisseur VC. C'est quoi un VC? Ça vient de l'anglais Venture Capitalist. Ça veut dire quelqu'un qui prend de l'argent pour le mettre à risque. C'est pour ça qu'on parle de venture. Le VC, c'est assez minoritaire au monde des levées de fonds. Évidemment, les startups sont obsédées par les VC. Quand on fait une startup, on a l'impression que le seul moyen de financer son entreprise, c'est le VC. Mais dans le grand schéma de la vie et dans l'économie mondiale, le VC est assez minoritaire. Alors, le VC est minoritaire, pourquoi? Parce que le VC s'adresse à un petit nombre de sociétés. Quand vous êtes un VC, vous prenez de l'argent auprès de ce qu'on appelle des LP. LP, ça vient de l'anglais Limited Partner, c'est des investisseurs qui confient à un gestionnaire de l'argent et cet argent doit être mis à risque et il doit aller dans des sociétés qui ont un certain type de contraintes. Par exemple, si vous êtes VC, vous n'êtes pas payé par vos investisseurs pour aller investir dans une pizzeria. Ça a beau être la meilleure pizzeria du monde, elle va peut-être cartonner, elle va peut-être rendre son fondateur richissime. Vous allez peut-être faire le McDonald's de la pizza et valoir des milliards. Il n'empêche, ce n'est pas fait pour le VC. Pourquoi? Parce que les critères du VC sont des critères d'hyperscalabilité et sont des critères de risque technologique. La plupart des VC ont comme mandat de mettre l'argent au travail dans des entreprises qui ne pourraient pas avoir d'autres sources de fonds. Et le VC, ça coûte cher. Les investisseurs qui confient leur argent à un VC le payent tous les ans 2% de management fees. Ça veut dire que tous les ans, sur 100 € qui sont confiés à ce VC, l'investisseur va payer le VC, l'investisseur que vous connaissez, pour gérer cet argent. Et ça coûte cher parce que c'est un travail humain qui demande des ressources, qui demande du temps, qui demande de l'artisanat, qui demande de l'analyse. Et tout ça, c'est pas gratuit. Alors évidemment, quand on cherche des VC et qu'on cherche à lever de l'argent auprès de VC, il faut être startup compatible. Alors il y a 5 grands critères que les VC vont explorer. Je les ai abordés des centaines de fois dans les vidéos de The Family. Il y a énormément de contenu en ligne que vous pouvez trouver sur les levées VC. On ne va pas y revenir ici dans cette formation. Si vous êtes concerné par la levée de fonds VC, je vous invite à aller voir tous les contenus gratuits que The Family produit. Ce que je vais vous dire aujourd'hui à Anyone Can Scale, c'est en quoi le VC peut être dangereux pour votre entreprise. Quand vous prenez de l'argent VC, vous signez un pacte avec ce VC de rendre beaucoup d'argent. Et rendre beaucoup d'argent, ça passe par le fait d'avoir du rendement et d'être capable de grandement
impacter la courbe de croissance de votre boîte grâce à cet argent. Un VC est prêt à prendre des risques. Il préfère avoir une chance sur 100 d'avoir un retour sur investissement de 10 000 fois sa mise qu'avoir 20 chances sur 100 d'avoir un retour sur investissement de 3 fois sa mise. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se trompent beaucoup. La plupart des startups meurent. On oublie de dire aux gens que les startups peuvent mourir par excès de capital. Nous, on l'a vu à The Family dans plusieurs cas. Quand vous avez beaucoup d'argent, vous devez devenir un gestionnaire. Vous devez être capable de déployer correctement cet argent. Et ce n'est pas un skills très facile à acquérir. Et c'est normal de se planter et c'est normal des fois de se tromper. Les VC, des fois, investissent dans des entreprises qui ne marchent pas. Ça fait même partie de la majorité des VC. Parce que ce qui compte pour un VC, ce n'est pas le nombre d'échecs, mais la magnitude des succès quand ils en ont un. S'ils ont un investissement qui a un retour sur investissement hors du commun, ça suffit à justifier leur déploiement dans de nombreux échecs. Alors, le VC peut mettre sous pression une entreprise. Comme le VC achète un avenir glorieux, il a tendance à être moins sensible au prix que les investisseurs classiques. Si on peut distinguer la catégorie VC de la catégorie de tous les autres investissements, c'est tout simplement parce que le VC paye des valorisations d'entreprises qui sont décorrélées de la valeur réelle de ces entreprises au moment de l'investissement. Pourquoi? Parce que le VC compte sur le fait que la croissance de l'entreprise va rattraper cette valeur. Et c'est là où on peut se tromper. Souvent, quand on prend de l'argent VC, on peut faire quelque chose d'assez dramatique qu'on appelle le premature scaling. C'est le fait de scaler trop prématurément. Anyone can scale, mais si vous scalez trop vite, vous pouvez prendre le risque de dépenser de l'argent bêtement pour des choses dont vous n'avez pas encore besoin. Et si vous dépensez bêtement de l'argent pour des choses dont vous n'avez pas encore besoin, vous créez une dette sur l'avenir. Et c'est les clients futurs qui vont devoir payer cette dette. Et des fois, les courbes, elles se croisent parce que vous avez perdu trop d'argent et ça rend votre entreprise non viable. Prenons un cas très connu, WeWork. WeWork, c'est 20 milliards d'investissements. Il va falloir que les clients remboursent ces 20 milliards. Peut-être qu'ils ont trop dépensé, qui sait? Si WeWork arrive à avoir du rendement de ses clients, tant mieux, mais il existe un monde dans lequel les clients n'arriveront jamais à payer la dette capitalistique que WeWork a accumulée dans le temps. C'est en ça que le VC est spécifique. Le VC est différent de toutes les autres classes d'assets puisque c'est la seule classe d'assets qui achète l'avenir. Quand vous levez des fonds auprès d'un VC, vous ne levez pas sur ce que vous avez fait, vous levez sur le potentiel qui reste à venir. Or, si vous regardez, quand vous allez prendre un crédit bancaire, si vous regardez le private equity, si vous regardez le business angel et toutes les formes alternatives d'investissement, on est plutôt dans des analyses où le but du jeu est de sécuriser ce qui a été fait par le passé et d'analyser en quoi le passé va prédire l'avenir. Dans le VC, il y a peu de passé. Quand on lève un site, quand on lève une série A, en général, on a 1 an, 2 ans au grand maximum, 3 ans de temps en temps d'historique. Et cet historique n'est pas suffisant pour se faire une conviction. C'est pourquoi les VC sont des gens optimistes par nature. La différence entre le pitch VC et tous les autres pitchs de levée de fonds, c'est que le pitch VC est un pitch qui par nature est profondément optimiste. Et donc, il faut avoir un exercice de sales et de pitch optimiste. Vous devez faire rêver les gens. Faire rêver un banquier, ça ne sert à rien. Les banquiers ne savent pas rêver. S'ils savaient rêver, ils ne seraient jamais devenus banquiers. Je vous aime, mes amis les banquiers. Mais quand on accorde un prêt, on essaie d'évaluer le risque. Quand on donne de l'argent VC, on essaie d'évaluer le gain, quel que soit le risque. Et c'est en ça que l'argent VC est différent de tous les autres argents. Si vous êtes comme 90% des entreprises sur Terre pas compatibles avec le VC, se pose la question des autres modes de financement. Alors on va essayer de les voir catégorie par catégorie. Le premier mode de financement, le plus accessible, le plus sympathique, mais qui pose beaucoup de problèmes, c'est celui de la love money. Alors qu'est-ce que c'est la love money? La love money, c'est de l'argent qui est donné par vos proches sur le simple fait que justement vous êtes proche d'eux. Alors c'est de l'argent pas très négociable par définition, parce que les gens vous donnent de l'argent non pas parce qu'ils comprennent quelque chose de ce que vous faites, mais parce que fondamentalement, ils vous aiment.
Alors la love money, pour que ce soit bien fait, il faut respecter 3 règles très simples. D'abord, il faut comprendre que les gens qui vous donnent de l'argent, même s'ils posent des questions, même s'ils analysent votre dossier, ils seront toujours biaisés par le fait qu'ils vous connaissent et leur validation ne signifie rien du tout. Il y a des gens qui lèvent de la love money et se disent que si les gens ont mis de la love money, c'est que leur business doit être important. Ça ne veut rien dire. La deuxième chose qui est hyper importante avec la love money, c'est que dès que vous prenez de la love money, il faut absolument regarder les gens dans les yeux et leur dire que cet argent est perdu. C'est très important de ne pas vous mettre avec vos proches à risque. Et il faut expliquer des fondamentaux. C'est de l'argent qui n'est pas facilement récupérable. C'est de l'argent qu'ils ne peuvent pas décider de revendre quand ils le veulent. C'est de l'argent qui peut être bloqué des années. La plupart des entreprises privées ne sont pas liquides. Ce n'est pas un matin vous vous levez, vous décidez de vendre vos parts et il y a quelqu'un en face qui est prêt à racheter vos parts. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, c'est de l'argent qui est à risque, qui n'est pas liquide et qui a donc toutes les caractéristiques de l'argent perdu. N'investissez jamais en love money de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre à 100%. Et c'est votre responsabilité d'entrepreneur d'être sûr que vos proches le comprennent parfaitement. La troisième règle, très simple avec la love money, c'est qu'il ne faut jamais considérer cet argent comme de l'argent professionnel et c'est pour ça qu'il faut absolument limiter les droits de vote et tous les droits avoisinant cet argent dans votre cap table. Le cas très classique, c'est vous avez votre cousin qui vous aime bien, qui vous donne de l'argent, votre entreprise cartonne, cet argent représente maintenant quelque chose de très important pour lui, il panique et ça crée des tensions entre vous parce que vous avez besoin de prendre des décisions qui sont bonnes pour l'entreprise, mais qui mettent son argent à risque et qui sont peut-être complètement contradictoires avec son besoin de sûreté à lui à cause de son profil d'investisseur non professionnel. C'est pourquoi pour votre bien et pour leur bien et pour le bien de votre entourage, il est essentiel qu'ils comprennent que cet argent est perdu et il est essentiel qu'ils comprennent que cet argent est entre vos mains le temps où vous avez besoin. Évidemment, la love money a comme avantage extraordinaire que si les choses marchent bien, tout le monde en profite. Nous, on a vu à The Family de nombreux cas où des gens ont investi de la love money, ça a bien marché, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est toujours fabuleux de permettre à ses proches de pouvoir avoir une partie du succès que vous avez durement bâti et durement mérité. Après la love money, il y a les dispositifs publics d'accompagnement. Ils ont pour vocation d'être là pour les gens qui n'ont pas dans leur entourage de love money disponible ou pour des gens qui ont de la love money disponible et qui veulent la compléter. Alors, la France est un pays qui a énormément de subventions, énormément de dispositifs publics. Si vous êtes un peu fan de coup d'État, vous savez ce que j'en pense. Vous savez que ça me gonfle, etc. Bon, maintenant, cet argent, il est là. Faut pas être con. Si vous en avez besoin, il faut le prendre. Mais il faut bien le prendre. Alors, je vais vous donner mes petits conseils concernant cette prise d'argent public. D'abord, essayez d'y passer le moins de temps possible. Il faut reconnaître que les organismes comme BPI ont fait des progrès extraordinaires sur les dernières années. Alors, c'est pas faute d'avoir tapé dessus, c'est pas faute de les avoir critiqués, mais quand ils font les choses bien, il faut le dire, il faut le reconnaître, et il y a des progrès incroyables qui ont été faits. Alors là, j'en vois beaucoup qui se marrent et qui se disent « Oussama, il a dit du bien de la BPI ». Eh oui, Oussama, il a dit du bien de la BPI parce que ce n'est pas non plus idéologique chez moi de dire du mal de la BPI. La deuxième chose, c'est que si vous y passez le moins de temps possible, il ne faut pas devenir un spécialiste du dispositif pour le dispositif. Quel est le problème en France? Le problème en France, c'est que ces gens-là, ils font leur travail et ce n'est pas leur rôle de dire à un entrepreneur d'arrêter, que c'est trop tard, etc. Au contraire, quand vous allez voir un chargé d'affaires à la BPI, lui, son rôle, c'est d'aller chercher le maximum d'argent pour vous donner les moyens de réussir. Et c'est tout à leur gloire. Le problème, et c'est là où il y a un problème de mécanisme, à mon avis, c'est que comme ils ne sont pas skin in the game, ils n'ont pas de punition à donner de l'argent à des gens qui n'en ont pas besoin. Mais bon, la France est un pays centralisé avec un État omnipotent qui donne énormément d'argent. Et c'est pour ça que ça appelle votre responsabilité d'entrepreneur.
Si vous réfléchissez entre perdre de l'argent et perdre votre temps est beaucoup plus grave que perdre de l'argent. Donc si vous êtes dans la situation où vous pouvez éviter de vous retrouver dans une situation où vous avez besoin de prendre de l'argent, où vous pouvez éviter d'être dans une situation où vous avez besoin de prendre de l'argent, faites-le. N'allez pas perdre votre temps à devenir le champion des subventions. Ne perdez pas votre temps à aller chercher subvention par subvention. Des fois, il vaut mieux mourir et recommencer à zéro et avoir une nouvelle chance de partir d'une page blanche plutôt que de survivre comme un zombie sous prétexte que le dispositif vous sauve. Et dans ces cas-là, ce dispositif peut devenir extrêmement toxique pour vous. Alors évidemment, il existe plein de façons de faire sous-traiter ces besoins par des cabinets de conseil. Donc, évidemment que s'il y a de l'argent à prendre, vous devez le prendre. Vous devez y passer le moins de temps possible et vous ne devez surtout pas en devenir dépendant. Alors, en dehors de l'argent de l'État, il y a aussi l'argent des banques. Troisième dispositif de financement. Enfin, quatrième si on compte les VC. Les banques, c'est très, très compliqué. On va faire les choses simples et on va mettre sur la table une règle que j'espère que tous les membres de la communauté Coup d'État vont respecter. Vous n'êtes jamais sous aucun prétexte caution personnelle d'un prêt bancaire pour votre entreprise. Jamais, sous aucun prétexte. Beaucoup de gens que je connais, qui ont fait des entreprises dans les années 60, 70, 80, n'ont pas eu le choix. On a inventé un concept juridique qui s'appelle la responsabilité limitée, qui dit qu'un entrepreneur n'est responsable en termes de dettes que des dettes contractées par l'entreprise et à la limite de ses apports. En clair, si vous avez mis 10 000 € de capital dans votre entreprise et que la boîte doit 1 million aux créanciers, vous ne perdez que les 10 000 € que vous avez mis. Ce principe de la responsabilité limitée a permis la création du risque. C'est l'une des plus belles inventions juridiques ever. Il n'y aurait pas d'entrepreneur s'il n'y avait pas de responsabilité limitée. Si lorsqu'on se plantait, les dettes de notre entreprise devenaient nos dettes perso, ce serait catastrophique. Évidemment, les banques sont venues niquer ce principe et les banques adorent demander aux gens d'être caution personnelle. Il faut faire la grève de la caution personnelle. Il faut lancer un mouvement pour ne pas laisser les banques. Si l'État avait le moindre courage, il ne laisserait aucune banque avoir le droit de demander une caution personnelle à aucun entrepreneur pour un prêt contracté par aucune entreprise. Maintenant que ça c'est dit, quel est le cas dans lequel le financement bancaire fait sens? Le financement bancaire ne comprend que deux choses, l'actif et le yield, c'est-à-dire acheter des choses que la banque peut revendre si ça ne marche pas, l'immobilier par exemple, ou des choses qui ont un rendement. Une machine que vous louez. Par exemple, vous êtes une entreprise de distributeur de billets automatiques. À chaque fois que vous installez un distributeur de billets, vous gagnez 500 € par mois. Je dis une bêtise, j'en sais rien. Et ce distributeur coûte 10 000 €. Ça fait 5% de rendement. La banque peut vous prêter de l'argent pour acheter autant de distributeurs que vous voulez parce qu'elle a une garantie de rendement. Alors les banques ne comprennent que deux choses, l'historique et la sécurité. S'il n'y a pas d'historique et qu'il n'y a pas de sécurité, vous pouvez oublier les financements bancaires. Les banques ne sont pas là pour prendre du risque, c'est normal. Les banques ne sont pas là pour prêter à des gens qui ont de l'incertitude. Les banques sont là pour assurer le fonctionnement de l'économie lorsque les cash flows sont prédictifs et que les bénéfices sont réels. C'est pour ça que le financement bancaire est habituellement un financement réservé aux entreprises profitables. Alors, le financement bancaire est un financement assez formel. Quand vous allez chercher un crédit, vous avez pas mal de juridique, vous avez pas mal de documentation et vous avez surtout pas mal de problèmes vis-à-vis du banquier pour le convaincre. Il faut faire des dossiers, il faut faire des business plans, il faut être dans un sales process. Alors, contrairement au VC, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un sales process qui ne repose absolument pas sur le rêve. Le financement bancaire est un financement qui repose avant tout et principalement sur la qualité de vos chiffres et la qualité de votre présentation financière. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'un expert comptable
ou d'un consultant CFO part-time pour pouvoir rendre le meilleur dossier possible pour obtenir votre financement. Alors évidemment, les financements bancaires sont des financements de confiance. Ce qui se passe, c'est que si vous avez besoin de beaucoup d'argent bancaire, n'hésitez pas à diviser ces sommes entre plusieurs banques, à les rembourser et à ainsi bâtir votre track record de confiance pour mettre la banque de plus en plus en confiance par rapport à votre niveau de risque. En tout cas, c'est sûr que si vous faites quelque chose d'innovant, quelque chose de radical, quelque chose de différent, vous pouvez oublier le financement bancaire. Si les VC, ce n'est pas pour vous, que vous n'avez pas de proches, vous êtes, j'allais dire orphelin, mais c'est peut-être un peu abusé, ou du moins juste pauvre, que vous ne supportez pas l'État, que vous êtes libertarien, que vous ne voulez pas prendre l'argent de la BPI, et qu'en plus vous avez un business risqué et qu'il n'y a pas de cash flow positif, il vous reste quoi? Eh bien, il vous reste tout le reste. Alors, tout le reste, c'est une source de financement complètement indéfinie. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aime bien mettre des catégories mentales. Investisseur. Mais investisseur, ça décrit des réalités complètement différentes. Ça décrit un hedge fund, un fonds de private equity, un type qui a de l'argent parce que son oncle est riche. Ça peut décrire tout et n'importe quoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes dans un monde où tout le monde a la liberté de faire les deals qu'il veut avec qui il veut. Si vous comprenez ça, vous pouvez trouver des sources de capital extrêmement exotiques. Par exemple, The Family, on a levé auprès d'entrepreneurs de l'Internet, on n'a pas levé auprès de VC, on n'a pas levé auprès de fonds, on a d'abord levé auprès de gens qui comprenaient profondément notre mission et qui avaient envie de participer. Alors évidemment, avec ces gens-là, la négociation est différente et vous avez la responsabilité de l'éthique de faire un bon deal parce que vous pouvez être face à des gens qui ne comprennent pas forcément ce qu'ils font. À l'inverse, vous pouvez être face à des gens qui comprennent vraiment très bien ce qu'ils font parce que c'est des investisseurs très aiguisés, très aguerris et qui ont simplement envie de choses un peu différentes ou de faire des choses avec leur investissement personnel. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le mot investisseur décrit tous ces gens-là et toutes ces réalités-là, c'est votre travail d'être capable de faire un deal et de construire un deal et de cibler la bonne personne. C'est en ça que la levée de fonds se rapproche énormément du sales process avec ces gens-là. Vous avez besoin d'un tunnel avec énormément de gens dedans. Vous avez besoin d'un pitch que cette cible-là peut comprendre. Alors, c'est là où il faut faire un vrai travail de target. On ne parle pas de la même façon à quelqu'un qui investit son argent personnel parce qu'il est héritier que quelqu'un qui investit son argent personnel parce qu'il travaille dans un hedge fund ou qu'on lève de l'argent auprès de quelqu'un qui est un expert de votre industrie, etc., etc. Tous ces cibles-là ont leur propre langage, leurs propres besoins, leur propre pitch et évidemment, il faut être capable de vous adapter. C'est votre rôle en tant qu'entrepreneur d'être capable de créer les conditions d'un deal et d'aller susciter l'intérêt de ces gens-là. Alors des fois, les gens me disent « oui, mais je connais personne ». C'est pour ça qu'à The Family, on a inventé la méthodologie de la levée LinkedIn. Je vous invite à lire l'article de mon collaborateur Pietro sur le sujet. Vous avez un petit lien juste en dessous et vous verrez qu'il est possible de contacter des inconnus avec une stratégie de cold email et de leur proposer d'investir dans un deal. Énormément d'entrepreneurs à The Family ont fait des levées LinkedIn parce qu'ils étaient trop tôt pour les VC, trop tard pour la love money et qu'ils avaient besoin d'argent pour se développer. Il faut différencier deux types de levées de fonds. D'un côté, vous avez les levées de fonds que nous on appelle low resolution, à savoir des levées de fonds où tout le monde se met autour de la table sur les mêmes conditions pour investir un montant donné. Ça, c'est le premier sujet. Et de l'autre côté, vous avez les levées de fonds high resolution, qui sont des levées de fonds où là, vous avez des gens qui se mobilisent pour investir au fur et à mesure. Une levée de fonds high resolution, c'est une levée de fonds où vous êtes capable de prendre un ticket à quelqu'un, non pas parce qu'il y a un tour de table, mais parce que cette personne croit suffisamment dans votre entreprise pour faire un deal juste avec vous. Alors, ces levées de fonds en France sont moins courantes qu'aux États-Unis, mais à The Family, on a inventé un outil qui s'appelle le R, AIR, accord d'investissement rapide, qui permet de prendre cet argent et de développer une relation intuitio personnelle avec un investisseur.
Si vous allez sur meetair.co, vous aurez toute la documentation qui explique comment un R fonctionne et qui vous permettra de prendre de l'argent au fur et à mesure des levées auprès des gens qui ont envie de vous soutenir. Alors, évidemment, cette catégorie, elle est infinie. Évidemment, cette catégorie, elle est compliquée. Évidemment, c'est la catégorie dans laquelle il y a le plus de problèmes, il y a le plus de tensions. C'est évidemment la catégorie la plus risquée. Mais retenez que quand on n'a pas le choix, il reste qu'un seul choix, celui de faire le bon choix. La levée de fonds, c'est un processus long, compliqué, chiant, insupportable. C'est pour ça qu'il faut lever des fonds que si vous en avez absolument besoin. Ou parce qu'on vous offre plein d'argent et que ce n'est pas compliqué, que c'est très simple, etc. et vous êtes une superstar. Mais pour la plupart des gens, la levée de fonds, c'est un moment difficile, painful, qui vous défocus. C'est pour ça qu'il faut essayer de le mettre derrière vous le plus vite possible. Vous ne pouvez pas passer votre vie à lever des fonds. Si vous passez votre vie à lever des fonds, vous n'allez jamais diriger votre boîte. Si vous voulez avoir du temps pour scaler, préparer des choses, préparer la croissance de votre entreprise, permettre de préparer des choses pour l'avenir, vous ne pouvez pas être dehors à parler à des investisseurs en permanence. En plus, moi je le vois tout le temps, le processus de levée de fonds est le processus le plus déprimant du monde. C'est un processus qui a 90 à 95% de taux de rejet. C'est normal que tout le monde dise non à vous donner de l'argent. C'est pas facile de donner de l'argent. Et résultat, ça fait quoi? Ça fait que vous, entrepreneur, vous déprimez et vous prenez ces feedbacks. Il est fort probable que chaque investisseur que vous rencontriez ait une opinion différente sur votre business. Si vous commencez à les écouter, vous allez devenir fou. C'est pour ça qu'il faut rentrer dans le processus de levée de fonds avec quelque chose d'hyper fort en tête, en se disant que vous savez ce que vous faites, que même si vous vous trompez, c'est le marché qui vous l'apprendra, ce n'est pas les investisseurs, que si les investisseurs savaient faire une entreprise, ils la feraient eux-mêmes et que leur opinion n'est juste qu'une opinion, que de temps en temps vous pouvez écouter, que souvent vous pouvez ignorer et que surtout jamais, jamais il ne faut déprimer. Parce que la déprime, elle vous attend au tournant. Elle vous attend à deux stades. Elle vous attend au stade où, quand vous êtes en levée de fonds, vous passez tellement de temps dehors que vous perdez de vue votre équipe, vos opérations, vos clients et vos produits. Et ça peut créer de la distance. Et en plus, comme vous ne voulez pas communiquer sur chacune des étapes en temps réel avec les hauts et les bas d'une levée de fonds, vous avez tendance à donner le sentiment d'être devenu un ghost, de disparaître, de ne plus être là, de ne plus être disponible. Évidemment, la levée de fonds, dans ce sens-là, c'est quelque chose de très, très painful. Pour vous protéger de ça, il y a des techniques simples. La première, c'est de rencontrer d'autres fondateurs qui sont passés par ce process, qui vous expliquent leurs galères et qui vous racontent à quel point ça a été difficile. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est d'avoir qu'une seule personne dans votre équipe dédiée à la levée de fonds. Surtout, n'allez pas lever de fonds si vous êtes plusieurs cofondateurs tous ensemble. C'est le meilleur moyen de planter la boîte. Et la troisième chose, c'est que si une levée de fonds ne marche pas, il ne faut pas hésiter à la reset et changer complètement de stratégie ou complètement de catégorie d'investisseurs. Vous avez vu des VC, tout le monde vous a dit non. Il est temps de tout reset. Et la meilleure façon de reset, c'est de prendre 1 ou 2 mois de recul. Ne resetez pas en passant d'une cible haletante à l'autre parce que vous allez passer à tout l'escalier des non au lieu de monter l'échelle des oui. Alors évidemment, le processus de levée de fonds, c'est un processus qui prend du temps. En France, en moyenne, c'est entre 3 et 6 mois pour lever des fonds. The Family, on a réussi à réduire ce processus à moins d'1 mois pour avoir un go-no-go. Mais même 1 mois, c'est extrêmement long, c'est extrêmement chronophage.